Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 225 du podcast et on va discuter ensemble du 5e Grand Prix de la saison 2026 pour ce tant attendu Grand Prix de France. On est, ça y est, quasiment au quart de la saison et pour m'accompagner ce soir, Automne. Automne, comment ça va ? Ça va super, merci. Eh ben finalement, on n'a pas eu de temps de pluie qu'annoncé toute la semaine sur ce Grand Prix, mais au niveau spectateur, hein, je crois avoir vu des chiffres, on est toujours au-dessus des 300 000 sur l'ensemble du week-end avec un record, notamment le vendredi à plus de 90 000 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore énormément de monde au circuit Bugatti sur ce week-end de 3 jours. Ouais, et puis pour le coup, on attendait un gros déluge qui est pas vraiment arrivé, donc ça aide aussi pour qu'il y ait pas mal de monde au circuit, quoi. Bien sûr. Ouais, nous on n'était pas, on a regardé ça bien le show chez nous à la télé avec un petit plaid et le café ou la tasse de thé parce que il a quand même plu en Île-de-France et c'était pas mal. Alors il y a des petites news Moto 2 qui sont tombées depuis le dernier Grand Prix à Jerez. Je te laisse nous les communiquer. Ouais, alors la première chose, c'est que José Antonio Rueda, il a été opéré du syndrome des loges. Ça devait le gêner. Son début de saison est pas incroyable, mais au moins il a écarté cette variable-là et maintenant il peut se concentrer sur sa progression. Au niveau matériel, il y a l'équipe anciennement Speed Up, maintenant Speed RS Moto 2, qui a changé de suspension. Donc ils étaient chez Öhlins et maintenant ils sont passés chez WP. Leur pilote, c'est Luca Lunetta et Celestino Vietti. Et ils ont pu tester dès ce week-end au Mans avec ces nouvelles suspensions. Pour l'instant, tous les autres teams qui sont équipés de châssis Bosco-Scuro, Pramac et Marc VDS restent avec des Öhlins. Et le patron du team, il justifie le changement parce que depuis le début de la saison, en fait, les motos équipées de suspension WP performent mieux, notamment Intact GP, Aspar, Ajo, et puis même le Team Forward qui a changé pour cette saison. Donc ça a pu le pousser à franchir le pas. Ouais, j'étais étonné qu'un changement aussi drastique se fasse déjà en cours de saison, mais même entre deux grands prix, presque sur un coup de tête, quoi, parce que je sais même pas s'ils avaient essayé avant au test post-Jerez, il y avait des tests, je crois qu'ils ont même pas essayé là-bas. Oui, ça fait vraiment coup de tête. Ouais. Bon, après, qui en est pour juger, hein ? C'était peut-être beaucoup moins cher. En MotoGP, on avait des news aussi. On a eu quelque chose auquel je m'attendais pas, donc la communication de la fin des wildcards en MotoGP à partir de 2027. Alors, on ne sait pas si c'est ad vitam aeternam, mais en tout cas, en 2027, il n'y aura pas de wildcard. Je sais pas si ça reviendra un jour. Et également l'interdiction de faire des wildcards avec la moto 2027 cette saison. Donc ça également c'est quelque chose qui est clarifié. On pourra pas avoir par exemple un Augusto Fernandez rouler avec la Yamaha 2027 en cours de cette année. Ça c'est pour le mieux, je pense. Et enfin, donc deux autres points, dont un j'ai pas noté. Donc on a un projet d'interdiction des Ride Divas sur plusieurs grands prix dès cette saison. Donc on pense à Silverstone et à Phillip Island notamment, et c'était aussi prévu pour Le Mans, mais ça s'est décidé un peu trop tard pour le mettre en place. J'ai pas trop compris le pourquoi ces circuits-là, parce qu'ils se ressemblent pas du tout en termes de tracé. Je pense que c'est par rapport au premier virage. En fait, le dispositif d'abaissement d'assiette pour le départ, il peut pas se désengager jusqu'au premier gros freinage. Et du coup, comme les premiers virages sont déjà très rapides, sans doute que c'est pas très adapté, quoi. Et Ouais, là, ouais. D'ailleurs, on a vu Bezeki tout à l'heure très très bas sur ses premiers virages, faire des étincelles. C'était peut-être son Ride Divas qui s'était pas désengagé.
Et puis il y a également la fameuse règle Marc Marquez, donc qui a été mise en place suite à ce qui s'était passé le week-end d'avant à Jerez où il avait coupé l'entrée officielle. Non, pas l'entrée officielle. Il était revenu dans la pit lane en coupant l'herbe, on va plutôt dire ça comme ça, ce qui n'était pas encore, on va dire, déclaré illégal, mais qui le sera désormais maintenant parce qu'il y a une directive qui a circulé ce week-end au Grand Prix de France sur comment emprunter la voie des stands de bout en bout. Ouais. L'entrée de la voie des stands. Avec plein de petites photos pour pas se tromper. Il y a un tuto étape par étape, quoi. C'est très utile. Ils prennent vraiment les pilotes pour des débiles, je trouve. Non, mais ils sont obligés de tout spécifier vraiment littéralement, quoi, parce que sinon ils savent qu'il y a des petits malins qui vont trouver les failles. Ouais, involontairement ou volontairement, ouais, effectivement, c'est pour éviter toute ambiguïté. Eh ben écoute, je te propose on passe directement au Moto 3. Donc à cause des conditions météo, c'était très très humide le matin. La course de Moto 3 a été réduite des 2/3, à savoir à 13 tours, au vu des conditions climatiques au lieu de. Donc eh ben écoute, on a eu beaucoup de chutes comme attendu, hein, vu que les petites catégories ne font plus de warm-up. Personne n'avait roulé sur le mouillé au Mans, en sachant que c'est déjà une piste piégeuse quand c'est humide et quand c'est mouillé. Donc forcément, des pilotes qui ont moins d'expérience se font facilement avoir. Et donc, on a eu beaucoup de chutes dans les premiers tours. Victoire assez nette de Massimo Chiles, hein, qui n'a pas du tout été inquiété. Suivi par Adrian Fernandez et Matteo Bertelli qui complètent ce podium. Veda Pratama 4, on a Joël Esteban 5 et Guido Pini 6. On a eu beaucoup de chutes, des pilotes qui sont repartis, des pilotes qui sont pas repartis, comme je le disais. On peut notamment noter la chute d'Alvaro Carpe qui a dû abandonner. David Munoz lui a chuté et a pu repartir, mais fini très très loin. Au championnat. Oui, il marque pas de points. Ouais. Au championnat, donc Massimo Quiles, toujours largement en tête, hein, qui creuse l'écart avec 46 points d'avance sur Adrien Fernandez, le deuxième, et Alvaro Carpe qui marque le pas, donc pour le coup, avec cette troisième place au championnat. Perronnet aussi, quatrième, perd des gros points, et Veda Pratama, lui, en gagne pas mal, cinquième. Voilà pour la liste du championnat. J'ai noté qui est dominateur sur cette course, évidemment, assez incisif. Alors il réussit pas à prendre la pole, c'est Adrien Fernandez qui la prend, mais à part ça, très très fort. À noter notamment que depuis l'avènement du Moto 3, Massimo Quiles détient le meilleur record du plus grand nombre de points sur les premiers 5 GP sur une saison. Donc aujourd'hui, il a 115 points après 5 GP. Le record précédent, c'était Maverick Viñales qui le détenait en 2013 avec 106 points. Ouais, 115 sur 125, c'est vraiment dingue comme moisson de points pour un début de saison. C'est Et ça. c'est vrai, enfin, je trouve qu'il a complètement maîtrisé son sujet tout le week-end. Il a pas fait de faux pas, il a bien poussé en course, mais il était pas non plus au-dessus de ses pompes à rouler et à se faire piéger. Donc c'est encore une fois Massimo Quiles qui montre énormément de maturité alors qu'il est tout jeune, et c'est que de bon augure pour la suite de sa carrière, quoi. Je pense qu'il va pas rester longtemps en Moto 3. Oui, déjà, je pense que je pense qu'il est déjà sans doute en contact avancé avec son team actuel pour passer en Moto 2 dans le même team. Je pense qu'il a aussi des appels de pied d'autres équipes. Ce serait légitime. Déjà, il nous a éclaboussé de son talent l'année dernière. Il était trop jeune pour commencer la saison, etc. On s'en souvient, mais il continue à s'alancer et typiquement, ce dimanche, il pouvait se faire piéger parce que tout seul en tête, avec une marge d'avance, avec une piste très très piégeuse, des conditions pas évidentes. Mais comme tu as dit, il montre une maturité incroyable et ça avait l'air facile, quoi. Ouais, c'est d'autant plus stupéfiant, je trouve, que les conditions, donc il a plu, ils ont pu faire 2-3 tours de chauffe, de mise en grille, parce que ils ont pas de warm-up, donc ils ont dû trouver un entre-deux, mais ce serait génial qu'ils leur remettent un warm-up quand même. Et puis
dans ces conditions-là, il y avait un peu de soleil qui passait à travers le nuage, qui séchait un peu la piste. À la fin, on voyait que leurs pneus, ils soulevaient pas tellement de gerbes d'eau comme au début de la course. Donc c'était difficile à gérer et il y a beaucoup de pilotes qui se sont vus un peu trop beaux avec ces conditions-là, en pensant pouvoir tirer leur épingle du jeu et se montrer. Je pense à Joel Kelso, à Casey O'Gorman, à Rico Salmela, à Alvaro Carpe qui a fait une grosse erreur, et puis à Scott Ogden aussi qui était très bien placé avant de chuter. Et puis parmi tous les pilotes qui ont chuté, il y en a qui ont bien fait de remonter, de se remettre en selle, parce que par exemple Brian Uriarte, il est tombé 2 fois et il finit quand même dans les points. Pareil pour Marco Morelli et Valentin Perrone qui ont des choses à jouer au championnat, et du coup c'est des petits points qui pourront peut-être leur servir en fin de saison. Tout à fait. Est-ce que voilà, on a vu aussi un beau podium de Berthellet, qui a quand même eu, on va dire, pas mal de blessures ces derniers temps, donc ça fait Ouais. du bien de le revoir à ce niveau-là. Oui, ça fait plaisir, et puis ça fait plaisir à tout le monde dans le paddock, j'ai l'impression. Là, en parc fermé, il y a tout le monde qui est venu le féliciter, quoi. Il y a Andrea Mignot, il y a Diogo Moreira, enfin il y a plein de personnes qui sont venues le féliciter, même le père de Marco Bezzecchi. Je saurais pas reconnaître le père de Marco Bezzecchi, désolé. Je crois que je connais que le père de Marquez dans la liste. Ouais, après le warm-up, on a déjà parlé. Bon, rien à dire, mais ils le referont pas, mais c'est vraiment ce qui manque. Moi, C'est j'ai vu. dangereux, quoi. Enfin, Bah c'est. voilà, on est d'accord. C'est dangereux. Il y a pas beaucoup de courses dans l'année qui se font sous la pluie. Enfin, ils connaissent pas bien ces pneus, ils connaissent pas les circuits sous la pluie. Enfin, c'est vraiment débile. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grosse casse de ce que j'ai vu en termes de pilotes. Mais on a facilement eu une petite douzaine de chutes, hein, je dirais. Ouais, et puis la chute de Rico Salmela, elle était particulièrement impressionnante. Il a eu de la chance de pas se faire mal. Enfin, il y a plein de chutes comme ça qui auraient pu mal se terminer. Et mine de rien, un warm-up par rapport à 3 tours de chauffe, ça leur donne quand même plus le temps de se rendre compte des conditions, de jauger comment est l'état de tel virage et tout, quoi. On est d'accord. Il y a quelque chose un des sujets que tu voulais aborder sur cette catégorie? Enfin, on en a un peu parlé, mais la course de Veda Pratama qui est quand même à signaler, parce qu'il finit 4e. On faut pas oublier qu'il est rookie, il remonte au championnat, et puis peut-être que étant indonésien, il est très habitué à ces conditions-là, mais franchement c'est une belle perf, et puis il se place, quoi, au championnat, mine de rien. Sur les 5 courses, il y a qu'une fois où il ramène pas de points du tout, mais sinon il ramène à chaque fois plus de 10 points, donc c'est un rookie. Alors que moi je m'attendais pas du tout, je connais pas. Et souvent les pilotes qui peuvent venir de l'Asian Talent Cup passent une année ou deux difficile, histoire de rattraper un peu le niveau qu'il y a en Europe. Enfin, des pilotes qui ont plus fait leurs armes en Europe, on va plutôt dire ça comme ça. Mais c'est pas du tout le cas de Pratama, donc bonne surprise, bonne surprise. Mm-mm. Eh ben écoute, on peut passer directement à la catégorie intermédiaire, donc le Moto 2. Encore une fois, une course réduite à 14 tours au lieu du, je crois que c'était 22 prévus, à cause des conditions climatiques. Donc ça, c'est pareil, on en a débattu un peu sur le Discord, un peu sur le WhatsApp. C'est particulier. Ils veulent absolument pas mettre en retard le MotoGP, donc ils anticipent au cas où et ils mettent. Bon bref, il s'avère que pour le Moto 2, ils n'avaient pas entièrement tort, puisqu'il y a finalement eu un drapeau rouge après 3 tours. Et donc la course a redémarré avec 9 tours seulement. Suite à la chute de Jorge Navarro au raccordement, et qui s'est blessé à la main, je crois avoir vu une fracture, une fracture à la main. Voilà, donc comme j'ai dit, course de 9 tours pour le Moto 2, victoire également assez nette de Izan Guevara, suivi par Manuel Gonzalez et un Ivan Ortola, alors pas un autre Izan, mais presque. Une lettre. Une lettre près. Alonso Lopez 4, David Alonso 5 et Celestino Vietti 6. On a Ajus 7, Robert 8 et Salach 9. Canet 10, il me semble que Canet est tombé, mais sans doute... Non, il est sorti large au tout début de la course, mais je crois pas Ouais, qu'il c'est soit ça. tombé.
C'est ça. Daniel Olgado, par contre, était tombé lors du premier départ et il a fini 11e. Il a pu reprendre le départ après le drapeau rouge. Seulement, il a été finalement disqualifié parce que son team n'avait pas remis son garde-boue avant. Et c'est éliminatoire. Il a été rattrapé par la direction de course. Ouais, c'est assez étonnant, mais bon. Déjà, son équipe a fait quand même un gros boulot pour remonter toute la moto qui était assez froissée. Et je pense qu'il y a dû y avoir un cafouillage pour qu'ils oublient de remettre le garde-boue avant, mais en tout cas, la sanction a été formulée très bizarrement, je trouve, et puis c'est pas très clair aussi pour les équipes. Moi, j'étais pas au courant que sans garde-boue, c'était éliminatoire. Et en fait, les commentateurs du site MotoGP non plus, quoi. Ils étaient en train de rigoler du fait qu'il lui manquait un garde-boue, mais à aucun moment ça leur est passé par la tête de dire attention, il lui manque un garde-boue, ça sert à rien qu'il prenne le départ. Ouais. Ah, c'est les petites choses comme ça qui fait qu'on découvre. Cyril a fait une bonne remarque dans le groupe WhatsApp en disant mais qu'en est-il quand c'est un accident qui fait que tu perds un bout de ton aéro, quelque chose qui est Ouais. cassé, que tu continues à rouler. Et voilà, la question se pose. Mais bon. De quoi on va parler à part Olgado, donc Izan Guevara, bah voilà, je sais pas, moi j'arrive pas avec ce pilote, Ah mais ouais? écoute, hein, il fait un très bon début de saison. Ouais, Non, j'aime bien moi je ça, c'est trouve froid. que c'est vraiment l'exemple des pilotes à qui il faut laisser un peu de temps parfois pour retrouver le chemin, et un peu comme Fabio en fait. Et je trouve que là, il confirme vraiment les attentes placées en lui. Enfin, l'année dernière, dernier Grand Prix, il le gagne. Il peut faire un test sur la Yamaha. Je pense que il va probablement monter en MotoGP dans l'équipe Pramac. Et là, avec les courses qu'il fait, il montre que c'est pas un hasard si on parle de lui pour monter en MotoGP. Euh, et puis par rapport sa science de la course en Moto 3, je trouve qu'on retrouve un peu le même déroulé de course, la manière d'asseoir de prendre le contrôle vraiment de la course et de s'enfuir un peu devant, quoi. Hmm. D'ailleurs, au championnat, du coup, premier c'est Manuel Gonzalez avec 79,5 points et Izan Guevara placé 70 points juste derrière. Donc c'est assez rapproché après 5 Grands Prix. Un peu Ouais. plus loin, c'est Najus, troisième, et quatrième, Celestino Vietti. Écoute, à un moment, je me suis dit, comme c'est une course réduite à 9 tours, ils vont peut-être donner la moitié des points et du coup, comme ça, on en finira avec ces horribles 0,5. Mais en fait, c'est un problème sans fin parce que des personnes qui avaient un score rond se seraient peut-être retrouvées avec un 0,5. Donc, bon, voilà. C'est pas Tant mieux faux. qu'ils aient eu les points complets. Exactement. Ouais, dommage pour Barry Baltus. Il a fait une qualif correcte. Il a fait un très bon départ. Alors, pas le meilleur, mais plutôt un bon départ sur le premier départ. Malheureusement, sur le deuxième départ, il va chuter assez rapidement. Bon, à part Canal+, qui veulent le faire passer pour un Français, on l'aime bien, Barry, donc c'est c'est quand même dommage. Ouais, c'est dommage. Là, c'était à La Chapelle. Il a été légèrement touché par Celestino Vietti. Mais c'est dommage parce qu'il avait une vraie carte à jouer, je pense, ce week-end. Et voilà, je pense qu'en plus, il avait du public derrière lui. Ouais, bien sûr. Et voilà. Vietti qui, par ailleurs, s'est pris un long lapin, du coup, sur ce léger contact que je trouve un peu dur, hein, honnêtement, sur la pénalité. Ouais, mais comme c'est les premiers tours, bon, bah, enfin, si ça se passe à la fin de la course, ça se comprend plus, mais je sais pas. Ouais. Après, c'est toujours, est-ce qu'on pénalise que quand ça chute ou pas bon. Ouais. Bon, en tout cas, Vietti, il a perdu environ 3 secondes en faisant son long lap. Et sans ça, il aurait pu se battre pour le podium. Tout à fait. Il était très rapide, effectivement, sur cette course. David Alonso, limite la casse, tu as mis. Ouais. Bon, en fait, Il me l'histoire semble. pour ce week-end, c'est qu'il s'est blessé à l'entraînement à son épaule droite, entre Jerez et Le Mans. Et il était même pas sûr de pouvoir venir, en fait, participer à la course. Donc, il a eu besoin de plus de temps pour se mettre dans le rythme, que ce soit les séances d'essai ou même la qualif, où c'était un peu en deçà de tout ce qu'on pouvait espérer de lui. Il s'en sort bien
Et surtout pendant la course, il reste sur ses roues, il finit 5e, il prend des points en plus. Voilà. Rien à dire. Allez, on continue. Ivan Ortola cette fois, bonne performance, une belle remontée qui profite des conditions pour le coup piégeuses. Ouais, encore une fois, il fait pas des qualifs incroyables, mais il performe en course. On en connaît des comme ça. Bastianini, si tu nous regardes. Il va regarder un écran avec pas de vidéo, mais du son. Ouais, mais c'est l'imagination, il faut faire travailler l'imagination. Manuel Gonzalez, qui assure, qui est sur une belle, un beau début de saison aussi, qui fait un peu la même chose que l'année dernière avant de lâcher en fin de championnat. J'espère que c'est pas ce qui va lui arriver cette année, mais il assure des gros points avec sa deuxième place et puis il conforte sa première place au championnat. Ah ouais, et il revenait fort sur Guevara en fin de course, donc il a un bon rythme, quoi. Sinon, dans les déceptions, je pense qu'on peut juste parler de Denis Oncho qui est toujours très 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 loin. Oui, on peut parler que c'est une déception, effectivement. Il est effectivement 17e au championnat et il finit 14e sur 14 cette en course. course. Puis Arbolino aussi, mais bon, Arbolino, ça fait un petit moment que... Il n'y a plus d'espoir pour cet homme. Très bien. Eh ben écoute, on passe à la catégorie Rennes si tu veux bien. Ouais, carrément. Pour le MotoGP, donc on a Maverick Viñales qui est toujours en convalescence, qui va être remplacé par Jonas Folger, qui a été ressorti Revenant. du formol par KTM, puisque Pedrosa ne veut plus rouler en course et que Paul Espargaro est blessé. Ça s'est joué à pile ou face entre lui et Mika Kallio, je crois. Ouais, mais Mika Kallio, ils auraient dû lui payer l'ancienneté en plus, et du coup, ça coûtait trop cher. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une belle pole de Pecco, suivie de Marc Marquez pour la P2. Et Bezzecchi. Samedi. Et Bezzecchi pour compléter la première ligne, merci. En course sprint, on a Georges Martin qui s'impose devant Pecco et Bezzecchi également. Acosta 4, Quartararo 5, Joan Mir 6, Ogura 7, Alex Marquez 8, Diogo Moreira 9 et Joan Marco à la porte des points 10e. À noter, je pense, c'est le fait du week-end en MotoGP, c'est l'énorme chute de Marc Marquez qui se battait à la 7e place avec le groupe de Joan Mir 6 et Fabio Quartararo 5 et qui a un tour et demi de la fin va avoir la roue arrière qui va toucher le vibreur. À ce moment-là, il perd l'avant, l'arrière raccroche et ça part en très 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 gros high side. Ouais, il s'est mis un sacré volume. Effectivement, heureusement pas de gros bobos à part une fracture d'un orteil, je sais plus si c'est pied droit, pied gauche. Et c'est là qu'on apprend, on s'en doutait, mais c'est là qu'on apprend officiellement que il avait prévu de se faire opérer après Barcelone de deux vis, une cassée, une tordue de son épaule droite, qui aurait été suite à sa chute en Indonésie l'année dernière. Et c'est pour ça qu'il n'est pas à 100% depuis le début d'année. Ouais, il a expliqué un truc assez incroyable, c'est que... Alors déjà, c'est des vis qui datent d'une opération de 2019. Et c'est quelque chose qui le gêne pas du tout quand il s'entraîne, quand il fait vraiment ses exercices normaux, que ce soit gymnase ou activité physique, même quand il est sur une motocross, c'est pas quelque chose qui le gêne, mais dès qu'il se retrouve en position vraiment sur une moto de piste MotoGP, quoi, et ça touche le nerf de son épaule et du coup il a pas la sensation qu'il a d'habitude et ça le gêne pas mal. Ça lui donne un ressenti assez inégal, quoi. Et du coup il peut se faire piéger une fois ou alors que tout se passe bien puis un tour plus tard c'est plus la même, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a appris ce dimanche, juste avant la course, que les opérations s'étaient bien passées, que les deux vis avaient été retirées, et même un petit morceau d'os apparemment qui peut-être se baladait. Ouais. Il va gagner un peu de poids. Fais gaffe, ils vont mettre une règle de poids. Ils vont mettre du lest.
Bon, bah voilà pour la course sprint du samedi et ce dimanche. Du coup, bon bah Marc Marquez bien sûr n'était pas au départ. On a une victoire encore une fois de Martin devant cette fois Marco Bezzecchi et Ayuga pour un podium 100% Aprilia. Fabio Gianantonio double Acosta dans le dernier virage pour s'imposer quatrième. Acosta du coup cinquième. Fabio Quartararo qui a fait une excellente course sixième. Donc sur les deux courses il prend des points ce week-end. Bastianini 7, Rolf Fernandez 8, Aldeguer 9. Johan Zarco ne finira que 11e. À noter que tous les pilotes rendent les points à part Jonas Folger. Et sont tombés Brad Binder, Johan Mir, Bagnaia, Diogo Moreira et Alex Marquez. Ouais. Au championnat rapidement, donc on a Bezzecchi toujours leader, un seul point devant Martin après son doublé ce week-end. Gianantonio meilleur Ducati, assez loin derrière, hein, il accuse déjà plus de 44 points de retard sur le leader. Acosta 4e, Ogura 5e, Fernandez 6e, décidément les Aprilia, 4 motos dans le top 6 du championnat. Ensuite on a Marc Marquez, puis Alex Marquez, puis Bagnaia, Zarco 12e et Quartararo 16e. Ouais, sacré week-end. On peut commencer par l'équipe en forme depuis le début d'année. Donc, Ouais. pour Aprilia, donc c'est un premier triplé en catégorie Rennes pour la marque de Noalé. Et ouais, c'est vraiment mérité, quoi. oui, non, c'est mérité. Leur moto est exceptionnelle. Leurs pilotes sont dans le bon ton. Et à la limite, on peut dire que Rolf Fernandez est un tout petit peu en retrait par rapport aux trois autres. Mais ouais, c'est très très fort ce qu'ils font actuellement. Ouais, bah, depuis le début de la saison, sur les week-ends, il y a toujours une Trackhouse qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Donc parfois c'est Raúl Fernandez qui performe quand t'as Ogura a plus de difficultés. Et là, pour le coup, c'est Ogura qui a eu... C'est la justice divine. Il a enfin eu son podium qu'il aurait dû avoir au Texas. Mais ouais. Et du coup, je crois que c'est la deuxième fois qu'un pilote japonais fait un podium en catégorie Rennes avec une moto européenne. Et la première fois, c'était Tetsuya Harada sur une 500 Aprilia dans les années 90. Je me souviens plus de l'année exacte. Voilà. Bah, j'ai une autre stat, même deux pour Ogura. Donc, c'est la première fois que c'est un japonais gagne en catégorie Rennes depuis Valence 2012 et Katsuyuki Nagazuka. Alors, il n'a pas gagné par contre. Qui gagne pas, qui était deuxième, pardon. C'était vraiment un podium. C'est moi qui ai fourché, merci. Ma langue a fourché. Et si on cherche une course sur les secs, par contre, il faut remonter à 2006 et Shinya Nakano à Assen. Donc ça en fait les stats pour Ogura. Je pense que voilà, les Japonais là, ils devaient être en folie et se méritaient de revoir un compatriote à ce niveau-là. Et j'étais étonné de cette stat, donc je suis allé voir un peu parce que j'étais persuadé dans ma tête que Nakagami, avec ses 8 ou 9 ans de carrière en MotoGP, il avait dû faire un podium. Et non, jamais. Non. Son meilleur résultat, c'est 4e, je crois. Et il aurait pu faire un podium à Aragon ou à Valence, mais il est tombé et voilà. Comme quoi, la mémoire Donc nous joue des tours. Tetsuya Harada, c'était aussi un Grand Prix de France, c'était au Castellet en 99. Et ben. Ok. Bah écoute, voilà, Martin, on peut aussi enchaîner sur Martin. Donc c'est le premier pilote à faire un doublé victoire en sprint et GP sur deux marques différentes. Et c'est une première victoire pour lui depuis l'Indonésie 2024. À part la qualif, hein, Martin, bah écoute, c'est très très fort ce qu'il a fait ce week-end. Il prend les 37 points. Aux USA, il en avait pris 32. Est-ce que c'est pas lui, plus que Bezzecchi, qui risque d'être champion du monde cette année? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, effectivement, on le voit plus dans la position d'un candidat au titre que Bezzecchi. Moi, je préférerais que ce soit Bezzecchi, et je pense que au fur et à mesure de la saison, ce sera beaucoup plus clair parce que Bezzecchi va rester alors que Jorge Martin est sur le départ, visiblement. Et ce serait assez cocasse d'ailleurs parce que ça pourrait être la deuxième fois qu'il remporte le titre avec un constructeur qui se barre à l'intersaison et que du coup il porte le numéro 1 sur une autre moto. Et comme tu le sais, c'est une sorte de malédiction. Je suis pas sûr que cette fois il prendra le numéro 1 tout court, même s'il reste échappé, vu la poisse qu'il a eue l'année dernière. Mais bon.
Mais ouais, effectivement, on voit bien Jorge Martin dans ce rôle-là. Je pense quand même que Bezzecchi, il a du répondant et pour moi, Bezzecchi est quand même plus favori que Jorge Martin. Ok. C'est vrai qu'on peut se dire que voilà, Martin, c'est un champion du monde Moto 3, champion du monde MotoGP, vice-champion du monde MotoGP. Il a cette expérience peut-être un peu plus que Bezzecchi, voilà, pour se battre devant toute la saison, gérer les temps forts, gérer les temps faibles. Bon, donc En tout cas, Bezzecchi doit déjà se mordre les doigts des points laissés de côté en sprint au début de l'année oui, parce que là, son avance, elle a déjà fondu, quoi. tout à fait. Tout à fait, mais c'est bien, et j'espère que Aprilia, ma langue a encore fourché, désolé, euh, qu'Aprilia va jouer le jeu de voilà de laisser le championnat ouvert, Ouais, bah parce que Massimo peut-être qu'à un Rivola a dit, moment, moi, tant qu'il se respecte, ça me va. Donc, je pense qu'il va pas y avoir de consignes trop intrusives. on pourrait se dire que Rivola venant de la F1, peut-être qu'il va y avoir un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, mais Bon, on verra. ok. Bon, on n'a pas parlé de Bezzecchi qui fait quand même un très bon week-end, même si du coup il est pas capable de décrocher la victoire. Il fait à chaque fois il finit dans la boîte, c'est-à-dire qu'en qualif il fait troisième, en sprint aussi, et ce dimanche il finit deux. Ce serait l'homme du week-end s'il n'y avait pas eu Martin, hein, je pense Bezzecchi. Oui, et puis apparemment, il était en délicatesse quand même pendant tout le week-end. Il n'était pas super, super, super à l'aise avec sa moto. Il a fait un départ de course idéal parce que il s'est enfui en tête. Il avait une grande avance. Il a essayé de la gérer. Ça a pas tourné en sa faveur au final, mais je vois pas tellement ce qu'il aurait pu faire de plus, quoi. Pour Rolf Fernandez, j'ai pas grand chose à dire sur son week-end. Il chute en sprint, il prend quand même 8 points en GP. Bon, il était un peu rentré par rapport aux autres. Voilà, ça reste. Ouais, ça arrive. Enfin, de toute manière, Raúl Fernandez nous a pas habitués à une régularité folle, donc c'est plutôt habituel, quoi. C'est pas faux. Passons plutôt à une équipe qui a vécu, qui est passée par beaucoup d'émotions ce week-end chez Mm, mm. Ducati. Effectivement, le samedi s'annonçait plutôt excellent avec Marquez qui bat le record de la piste en Q1 pour passer en Q2. La pole et le doublé 1-2 en qualif de Pecco et de Marquez. Et puis cette sprint, ou même si Pecco fait deux, Marquez est en délicatesse avant de se blesser, on en a parlé. Et cette fois, c'est en Grand Prix, c'est Pecco qui est plutôt un départ moyen, mais qui remonte de la 5e, 4e place à la 2e place, si je me trompe pas. Mhm. Et puis un temps il remonte sur Bezzecchi, en tout cas l'écart se stabilise, et puis on sent qu'il est un peu en délicatesse, et il se fait une erreur sur les freins, ou en tout cas sa moto ne répond pas comme il l'attendait sur les freins, il chute. Ouais. On l'a vu très très agacé, rentrer directement dans son motorhome et pas dans son box. Bah, il a expliqué que c'était un peu la même chose qui lui arrivait à Jerez, à perdre la moto au frein comme ça. Donc je pense que c'est frustrant quand ça t'arrive 2 fois de suite, quoi. Ouais, et par contre, je suis bien content d'avoir vu Pecco à son niveau, quoi. C'est-à-dire Oui, c'est à l'aise ça. avec sa Moi, moto. c'est vraiment ce que je retiens de ce week-end, au-delà de ça s'est bien terminé ou ça s'est pas bien terminé. Je pense que on a revu le Pecco qu'on connaissait de la saison 2023-2024, parce que il a fait des bonnes qualifs. En course, il était dans le rythme et on voyait que il avait l'air plutôt à l'aise quand même. Et ouais, il relevait vraiment la tête, quoi. Donc c'est dommage que ça se conclue comme ça. Mais je pense que dans les prochains Grands Prix, on, enfin, j'espère en tout cas qu'il continuera sur cette lancée, quoi. Ouais, Barcelone, c'est un circuit qui lui réussit d'habitude, donc à Ouais, une voir. fois évacué le trauma de son énorme chute, Et c'est son roulage par il- Binder. c'est ça. Ouais, Je ouais, pense ouais, qu'il peut retourner l'histoire. exactement. Bon, bah Didia, meilleur Ducati en l'absence enfin pas en l'absence, mais en Oui, à l'absence des défaut résultats des d'avoir, officiels. ouais. Ouais. Bah, Ouais, c'est l'homme bah, le plus régulier, hein, de cette ouais, saison. ouais, sans faire tellement de bruit, mais bon.
il est là, il assure. Il a eu un dépassement assez osé et puis ouais, un peu trop trash talk je trouve sur Acosta parce qu'il l'a dépassé dans le raccordement et puis il est resté retourné à le regarder passer la ligne derrière lui. Mais bon, Euh, écoute, je trouve que c'est mérité quand c'est envers Acosta, qui lui-même n'hésite pas à trash talk les autres. C'est de bonne guerre. ok. Bon, sinon, les autres pilotes Ducati, bah, Morbidelli qui se bat avec des Yamaha alors qu'il a une moto Ouais, capable de faire beaucoup mieux. ouais, Et c'est puis côté incompréhensible ça. Gresini, week-end un peu plus compliqué. Donc Alex Marquez qui chute en course et pour le coup, il a l'air de s'être fait mal parce que la moto lui est retombée dessus si j'ai pas mal, enfin si j'ai plutôt vu les choses, pardon, En si fait, il j'ai essaie de bien vu ce qu'il s'accrocher fait. pour pas que le moteur coupe. Ouais, il essaie de s'accrocher pour pas que le moteur coupe, mais finalement, c'était ouais, la moto le poids de la moto lui reste sur la jambe, quoi. Ouais, et puis c'est la deuxième fois, enfin, Fermin Aldeguer, il s'est passé ça la veille en qualif. Et sur sa jambe qui est toujours un peu en mauvais état quoi, il a eu le fémur fracturé, l'opération et tout, donc c'est encore en train de se guérir. Et je pense que ils sont obligés maintenant de tenir l'embrayage pour pas que la moto cale, mais c'est des risques en plus quoi, parce qu'ils peuvent pas se protéger. Et quand on les voit glisser, là c'était dans la chicane Dunlop, quand on les voit glisser avec la moto, tenir l'embrayage et passer sur les vibreurs, alors que l'extérieur des vibreurs est, il y a quand même, c'est crénelé, mais il y a pas mal de relief, quoi. Ça peut vite être dangereux, quoi. Tout à fait. Bon, on a parlé un petit peu d'Aldeguer, bon, un week-end où de toute façon il est pas encore remis à 100%, mais il va falloir s'inquiéter quand même un peu de sa convalescence. Mm, Chez Honda, bon bah Mir qui chute le dimanche. ouais, On s'y attendait, hein. Je pense que on en a beaucoup blagué sur le WhatsApp encore ouais, une ouais. fois. Mais pour le coup, il a quand même fait une belle course sprint. Il est loin devant les autres Honda pendant le Grand Prix et il tombe encore, mais c'est pas non plus ridicule, quoi. Non, non, mais encore une fois, il est extrêmement rapide. C'est juste que il, ouais, je sais pas, il adapte pas sa conduite à la dégradation de ses pneus ou à des conditions, à sa fatigue en fin de course, je sais pas. Mm. Là, il a expliqué Morera qu'il venait lui, de dépasser ouais, Fabio et que du coup, la température de son pneu avant a baissé puisqu'il était plus derrière la moto de Fabio. Mais bon, s'il l'a expliqué comme ça, c'est que c'est quelque chose qu'il doit pouvoir anticiper, quoi. exactement. C'est un pilote avec beaucoup d'expérience, Mir quand même. Donc Ouais. bon, Sinon, Luca Marini, pas une course incroyable. Il finit 11e, si je ne m'abuse. 10, 10e. C'est Zarco qui finit 11, c'est ça? c'est ça. Donc ouais, bah écoute, top 10. Il a dit qu'il s'était trompé dans le choix des pneus. Il a dû mettre un soft au lieu d'un hard ou l'inverse. Donc pas une course incroyable, ça l'a pas aidé. Sinon côté LCR, moi je trouve que Moreira il est tombé en Grand Prix, mais il a quand même réussi à marquer des points en sprint. Donc ça reste un week-end quand même très encourageant pour lui. Et puis bon bah on va parler de Johan Zarco qui a été encensé tout le week-end et je sais pas si ça lui a fait que du bien de d'être autant mis en avant et sollicité. Alors c'est bien de sentir le soutien du public, mais comment tous les journalistes français en ont fait des caisses, forcément après quand les choses reviennent à la normale et qu'il y a pas la pluie et qu'il y a pas des conditions exceptionnelles, bah il peut pas non plus faire des miracles, quoi. Ouais, c'est bien vrai, mais c'est d'autant plus que vendredi, sur le sec, il avait fait une bonne practice. Oui, 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 il avait fini premier, il avait fait un tour incroyable, mais et puis là, dans la course, il a quand même bien été bousculé dans les premiers tours par les 2 motos Trackhouse, je crois. En tout cas par Ayo Cora et je crois aussi Raúl Fernandez. Bah après, il l'avait dit à Rérez, hein, quand tu pars en première ligne, c'est plus facile. Donc, il a pas réussi à bien se qualifier. Et après, tout c'est forcément conditionné par ça. Ou alors, si tu as un flag to flag et que tu fais les bons choix de pneus au bon moment, bah,
tu peux te sortir de cette situation, mais sinon c'est extrêmement compliqué. On passe rapidement chez Yamaha. Alors on l'a Ouais, déjà dit, bah, on va Quartararo parler d'une personne. Quartararo fait un excellent week-end. Quartararo qui fait 5e en sprint et du coup 6e en Grand Prix. C'était lui le Français du week-end. On a presque vu le Quartararo sur la M1 4 en ligne, quoi. C'était vraiment Ouais. Il a réussi à changer le moteur comme ça d'un claquement de doigts. Je pense que c'est grâce à sa déco spéciale. très belle déco par ailleurs. Ouais. Et comme tu l'as dit, bon, pas grand chose à dire sur les 3 autres pilotes de la marque, à part Toprak qui a eu un problème sur sa moto lors du tour de mise en grille. Ouais, et qui a dû prier pour qu'il pleuve pas et qu'il ait pas à faire un flag to flag avec une deuxième moto qui n'existe pas dans son box. Mais sinon, bah écoute, Rins qui a marqué des points. C'était son 150e départ en Grand Prix. Je sais pas s'il en aura énormément plus. Et puis Jack Miller aussi qui a marqué son premier point de la saison. Donc écoute, ça lui fait quelque chose à fêter. Pas sûr qu'il ait besoin d'un prétexte pour fêter quelque chose. Bon, on passe sur KTM où effectivement on a également un pilote qui surnage par rapport aux autres. C'est bien évidemment Pedro Acosta qui a joué le podium pendant un certain temps et puis après il a dû un peu relâcher la main comme souvent avec cette KTM à partir de la mi-course. C'est pas le talent qui manque, quoi. C'est vraiment la moto qui le bride. Et puis il a fait un super début de course. Il a essayé de rattraper Bezzecchi. Après, il y a quand même Pecco qui est tombé juste devant lui et heureusement qu'il l'esquive. Mais ça, même s'il se fait un peu coiffer sur la ligne à la fin, ça reste un bon week-end pour lui, je pense. Ouais, tout à fait. Pour les autres, Bessia, il arrive à bien rouler hein, quand c'est la course. Mais il s'en sort bien en course. Bessia, c'est un des rares pilotes qui se plaint jamais de pas pouvoir doubler. C'est vraiment son point fort. Bon, Binder qui fait une grosse chute. Et Ouais, Folger qui était très très loin. juste Bastianini, il finit quand même 7e, juste derrière Fabio et devant Raúl Fernandez sur l'Aprilia et Fermin Aldeguer sur la Ducati. Donc Aldeguer, il y a un peu des circonstances atténuantes, mais Raúl Fernandez sur l'Aprilia, Bastianini était devant lui, quoi. Après Binder, j'ai trouvé que sa course, elle était très décevante parce que c'était assez anonyme. Après, il a chuté à haute vitesse à l'entrée du virage du musée et c'est des conditions un peu incertaines, un peu piégeuses où on pouvait se dire qu'il allait se montrer et en fait, pas du tout. Et je pense que, encore une fois, on se dirige plus vers la sortie pour Binder que je sais pas comment il va réussir à trouver un autre guidon, quoi. Et puis ça nous laisse avec le dernier des pilotes KTM ce week-end. Oui, Jonas Folger, j'ai trouvé loin tout le week-end. Mais il s'en sort, il arrive à se qualifier, il arrive à finir à faire une course en tout cas. Donc il chute en sprint et il finit à la porte des points, mais très très loin au Grand Prix. Ouais. Moi, je trouve juste que il a bien commencé le week-end. Alors, il a dû être aidé par le test qui avait eu lieu la semaine dernière au Mugello avec les protos 2027. Mais en tout cas, ça faisait depuis 2023 qu'on l'avait pas revu sur un week-end de course quand il avait fait des wildcards pour Gas. Et en qualif, il avait un chrono à 1 seconde de Brad Binder. Donc Brad Binder, c'était pas le plus rapide, mais je trouve quand même qu'il aurait pu être plus à la rue et il s'en est plutôt bien sorti quand même en qualif. Après, en course, il a marqué le pas, c'est clair. Et voilà, de toute manière, il va pas être là pendant toute la saison, je pense. J'espère que Maverick va revenir assez vite quand même. J'espère pour Maverick aussi, comme ça je pourrai à nouveau le critiquer. En tout cas, il va louper son Grand Prix à domicile, je pense. Oui, mais il va vouloir revenir, on verra. Et du coup, on peut conclure là, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite parce qu'il s'agit d'un back-to-back avec le Grand Prix de Catalogne dès dimanche prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes et les moins bonnes plateformes aussi de streaming ainsi que YouTube. Et voilà, si vous voulez parler de nous, de MotoGP à travers les réseaux sociaux, on est sur Twitter, principalement Discord, Facebook. Et c'était un plaisir de t'avoir avec moi ce soir, Automne. Ouais, merci beaucoup, Pierre, et puis à la prochaine. Ciao. À bientôt. Salut.